Merci de nous retrouver sur Gabon 24 pour cette édition du soir. La principale, voici les titres. Il a déjà été administré à des centaines de millions de personnes dans le monde. Le vaccin chinois Sinopharm a été homologué ce vendredi par l'OMS et va être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid. Célébration ce 7 mai de la journée mondiale des orphelins du sida, le Gabon a adopté une série de politiques qui témoignent de son engagement face à la problématique des enfants orphelins du sida. Transition numérique dans la sous-région Afrique centrale, l'Association internationale des mairies de la francophonie lance une étude sur l'impact socio-économique du numérique au Gabon et au Cameroun. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi Gabon 24 pour vous informer. Ouvrons ce journal avec notre page Monde. L'Organisation mondiale de la santé a donné ce vendredi son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinopharm fabriqué à Pékin. Le comité d'experts vaccinaux de l'organisation a recommandé ce vaccin qui requiert 2 doses. Sinopharm devient le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l'Agence sanitaire des Nations Unies pour les personnes de 18 ans et plus. Écoutons. Bien que les deux sociétés produisent le même vaccin parce qu'ils sont fabriqués dans des usines différentes, ils nécessitent des examens et des approbations distinctes. La liste d'utilisation d'urgence de l'OMS évalue et garantit la qualité, la sécurité et l'efficacité des vaccins Covid-19 et est une condition préalable à la distribution des vaccins COVAX. La semaine dernière, le nombre de cas hebdomadaires signalés a été plus faible depuis octobre. Depuis le début de l'année, le nombre de cas hebdomadaires signalés a diminué de près de la moitié, passant de plus de 5 millions de cas la semaine du 4 février à 2,6 millions de cas la semaine commençant le 8 février. Seulement 5 semaines. Cela montre que les mesures de santé publique simples fonctionnent, même en présence de variants. Sur le continent africain, au Bénin, pour lutter contre la propagation des faux médicaments, mais aussi permettre aux populations d'avoir accès aux produits de qualité, le gouvernement du pays a porté à l'Assemblée nationale pour autorisation un traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Les explications de David Obola. La ratification du dit traité répond à la mise en œuvre des réformes du sous-secteur pharmaceutique. Elle répond, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, à la vision du gouvernement béninois d'améliorer les services sociaux de base et permettra à l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique de bénéficier d'une assistance de l'AMA, l'Agence africaine de médicaments, pour une meilleure mise en œuvre des fonctions de réglementation pharmaceutique et l'assainissement du sous-secteur. Cette agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. L'Agence africaine du médicament aura pour mission de coordonner et renforcer les initiatives relatives à l'harmonisation et la réglementation des produits de santé, ainsi que l'amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Désigner, promouvoir, soutenir et suivre les centres régionaux d'excellence réglementaire aux fins de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits de santé. Le Conseil des ministres a donc instruit les ministres sectoriels impliqués afin que ces derniers veillent à l'aboutissement de la procédure législative. Reste à espérer que la nouvelle Agence africaine de médicaments, en phase de création, vienne répondre à la problématique d'importantes quantités de faux médicaments, souvent décriées dans cette région ouest-africaine, et qui très souvent mettent en péril la santé des Béninois. Sa mission étant de permettre aux populations des 54 pays du continent d'accéder sans risque à des produits médicaux de qualité en harmonisant les réglementations, mais également servir d'outil de commande de vaccins. Alors que la communauté internationale commémore ce 7 mai la journée mondiale des orphelins du sida, l'UNICEF, pour cette édition 2021, célébrée sous fond de Covid-19, rappelle que cette maladie ôte toutes les 15 secondes la vie à un père ou à une mère, notamment en Afrique subsaharienne, et que les millions d'enfants à avoir perdu leurs parents du sida dans le monde existent et qu'il est
indispensable de penser à leur soutien. Modeste Ocom. Selon l'UNICEF, on compte 17,8 millions d'enfants orphelins du sida sur la planète. Parmi ces orphelins, 95% de ces enfants sont originaires d'Afrique subsaharienne, où 25,5 millions de personnes sont infectées. Pire encore, plus de la moitié d'entre elles ignorent qu'elles sont séropositives, notamment à cause du manque de tests de dépistage, ce qui empêche une prise en charge précoce quand cela est encore possible. Ce sont les femmes qui ont le plus de risques d'être infectées par le VIH lors d'un rapport hétérosexuel non protégé, notamment à cause de la fragilité de la muqueuse vaginale. C'est pas fini. Les chiffres sont toujours aussi évocateurs car 2 millions d'enfants de moins de 15 ans vivent avec le VIH. Dans 90% des cas, ils sont nés d'une mère elle-même séropositive. D'après les organismes internationaux, il est impératif de se mobiliser afin de réinsérer ces enfants atteints dans la société pour éviter qu'ils ne soient livrés à eux-mêmes et ne trouvent refuge dans la délinquance, la prostitution ou encore la drogue. En effet, déjà fragilisés, ces enfants sont souvent pris en charge par d'autres membres de la famille, comme le veut la tradition africaine, et souffrent souvent d'isolation et de discrimination. Avec la Covid-19, la situation est encore pire. Au Gabon, à l'occasion de cette journée, la rédaction de Gabon 24 revient sur les chiffres liés à cette maladie et l'accompagnement en faveur des orphelins du sida dans le pays. Sabrina Kundi, Penda et Lewis Bidiongo. Le sida tue toutes les 15 secondes un parent à l'échelle mondiale, faisant ainsi des orphelins à travers les pays, que l'on soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Sur le continent noir, précisément au Gabon, ce sont environ 46 000 personnes qui portent en elles la maladie. Nous avons les derniers chiffres de 2020. Nous avons environ 46 000 personnes qui vivent avec le VIH au Gabon, dont 3 000 enfants qu'on a recensés et qui doivent prendre le traitement. Et nous avons aussi beaucoup de perdus de vue qui ne viennent plus fréquenter les centres de traitement. C'est un phénomène qui date de longtemps, mais avec l'avènement de la Covid-19, ça s'est accentué. Le Gabon compte à ce jour plus de 10 000 orphelins du sida. À l'endroit de ces derniers, c'est un accompagnement qui est fait par le Programme national de lutte contre le sida. Nous, au niveau du programme, nous offrons le traitement. Nous offrons le traitement, le suivi médical, le suivi psychologique, le suivi social, mais nous avons des limites. Parce que quand on dit social, souvent, ça implique aussi financièrement, il faut assister les personnes. Et souvent, nous travaillons avec le ministère de la Famille. Nous montons les dossiers ici que nous transmettons au ministère de la Famille pour le côté suivi à long terme. Au-delà des manquements parfois observés, au Gabon, les orphelins du sida bénéficient bien d'un accompagnement des autorités compétentes. Notons que sur près de 46 000 personnes déclarées séropositives, plus de 20 000 sont actuellement sous traitement. Toujours en rapport avec la Journée mondiale des orphelins du sida, dans ce reportage que je vous propose de suivre, Ornella Guédou et Lewis Bidiongo nous parlent des stratégies mises en place au Gabon pour réduire le risque de transmission de VIH de la mère contaminée à l'enfant. Au Gabon, 5,2% des femmes enceintes sont séropositives, selon des chiffres officiels datant de 2019. Plusieurs d'entre elles mettent encore au monde des enfants infectés. Et pourtant, aujourd'hui, grâce aux avancées de la science, on peut éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant durant la grossesse et lors de l'accouchement. Pendant la grossesse, il est recommandé à toute femme enceinte séropositive de pouvoir prendre un traitement antirétroviral qui va réduire le taux de virus dans le sang de la mère et de pouvoir réduire au maximum la transmission du virus à l'enfant pendant la grossesse. La mère dont la séropositivité est connue peut toutefois allaiter son nourrisson. Il y a l'allaitement maternel qui est exclusif, protégé sous couvert des antirétroviraux pendant la grossesse qui continuent à agir efficacement dans l'organisme de la maman et donc réduit au maximum la charge virale. Pour un meilleur suivi, un traitement particulier à court terme est réservé aux nourrissons
né d'une mère séropositive. À la naissance, cet enfant va pouvoir bénéficier d'une prise en charge prophylactique avec un antirétroviral. Cet enfant va bénéficier également de la prise d'un sirop ARV, antirétroviral, dès la naissance ou au plus tard dans les 112 heures pendant 6 semaines. Le choix du traitement antirétroviral est d'une efficacité pour la femme enceinte séropositive et limite des risques de contamination pour le fœtus. Autre actualité, l'impact des mutations numériques dans la sous-région Afrique centrale. On en parle pour la suite. Jeudi, Mathias Otunga Osibadio a échangé sur la question avec le représentant de l'Association internationale des mairies francophones en séjour au Gabon pour une mission d'études socio-économiques dans le domaine. Retour sur cette actualité avec Miguel Mabika et Yves Arvel. Lancé par l'Association internationale des mairies francophones avec l'appui financier de l'Union européenne, une feuille de route du numérique a été adoptée en décembre 2019 à Phnom Penh, au Cambodge. Disposée à accompagner ses villes membres dans la transition numérique, l'AIMF se propose de soutenir une étude d'impact au Gabon. Pour Mathias Otunga Osibadio, cette étude permettra de mettre en œuvre des actions sur le plan informatique pour que l'économie au niveau de la commune, au niveau du département, participe réellement à la formation du produit intérieur brut. Vous savez, il y a en matière d'hébergement, en matière de tourisme et en d'autres matières, il y a beaucoup de ressources qui échappent à la fiscalité. L'étude a été lancée en décembre 2020 au Cameroun et au Gabon. Il s'agira pour l'Association internationale des mairies francophones d'établir une photographie de l'activité numérique dans ces deux pays afin d'évaluer leur poids, leur croissance et leur base juridique. Parlons de la gouvernance du numérique, il faut de nouvelles compétences et l'étude va permettre donc de lever, n'est-ce pas, de lever les points d'ombre qui existent encore du point de vue juridique. Bon, il y a des vides qu'il faut combler. Du point de vue de l'innovation, il y a au niveau de l'apport des valeurs des entrepreneurs, un rôle qu'il faut davantage renforcer. Pour rappel, l'Association internationale des mairies francophones a pour mission essentielle de fédérer les énergies, promouvoir des politiques ambitieuses et responsables. Le Gabon étant leader en matière numérique dans la sous-région, cette étude pourra montrer avec exactitude l'impact des mutations numériques dans le développement du pays. Et pour être complet avec cette actualité en rapport avec la mise en œuvre de l'étude socio-économique des mutations numériques dans la sous-région d'Afrique centrale, nous recevons M. Raoul Patrick Nougoum, chef de mission de l'étude de l'Association internationale des mairies francophones. Monsieur Nougoum, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur Gabon 24. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité, c'est moi qui vous remercie. Alors rapidement, dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous au Gabon ? Alors, je suis Raoul Patrick Nougoum, je suis économiste principal et expert associé à Cible Études et Conseils, voilà un cabinet international qui a reçu le mandat de l'AIMF, donc un mandat très précis pour réaliser donc une série d'études au Cameroun et au Gabon portant sur le numérique. Parlez-nous des enjeux stratégiques de cette étude pour le Gabon, puisque nous y sommes. Alors, il faut donc tout de suite dire que le Gabon, dans le numérique, est le leader donc en Afrique centrale. Et les investissements de l'État ont été suffisamment conséquents. Mais il faut également dire qu'en 2019, le Gabon a quand même réalisé environ sur le secteur du numérique près de 249 milliards. Et donc, l'étude de l'AIMF, il faut déjà rappeler ce que c'est que l'AIMF, dont l'Association internationale des maires francophones, a été créée en 1979 par Jacques Chirac et aussi le maire de Québec, et avec près de 20 villes membres, mais on compte aujourd'hui déjà près de 294 villes membres à travers le monde. Et en 2010 déjà, pour mesurer un peu le poids financier de l'AIMF, le budget de l'AIMF pesait près de 6 milliards, n'est-ce pas, d'euros. Et donc, il faut dire que dans le cadre de cette mission,
L'objectif, c'est donc de pouvoir apporter l'information stratégique importante aux autorités gabonaises pour leur permettre donc d'opérer leur mutation numérique d'une certaine façon. Il faut également rappeler que le Gabon a suffisamment investi donc dans ce secteur, comme je viens de vous le faire savoir. Mais également, il y a encore, n'est-ce pas, des efforts à faire, notamment au niveau de la productivité multifactorielle, donc de ce numérique-là, de ces investissements-là, pour qu'on ait, au niveau donc de la production, plus de variations positives. En fait, si vous voulez, ce qui a lieu de considérer dans la démarche qui pourrait être le bénéfice de cette étude, c'est de voir comment renforcer la performance des facteurs. C'est pour ça que je parle de la productivité multifactorielle, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence, donc c'est la connaissance, c'est l'économie de la connaissance, ce sont les démarches d'intelligence, de réflexion, de recherche qui permettent d'opérer des transformations, n'est-ce pas, structurelles, des transformations qui ont des effets positifs sur la croissance. Et donc, cette étude va pouvoir, au niveau du municipalisme, faire surgir des modèles économiques, au niveau, n'est-ce pas, de l'échelon local du gouvernement, donc faire intervenir, n'est-ce pas, les autorités d'une certaine façon pour qu'on puisse avoir une coordination qui permet au pays de gagner de l'argent à travers l'économie numérique. Merci. Et justement, rapidement, avant de nous séparer, on va prendre cette dernière question. Après la phase d'étude, quelle sera la suite ? Après la phase d'étude donc de l'Association internationale des maires francophones dont nous avons la charge, donc il y aura lieu donc de revenir ici à Libreville faire une restitution de cette étude aux autorités. Donc lors de mon passage, j'ai d'ailleurs rencontré plusieurs autorités qui ont été très intéressées et qui ont salué cette initiative de l'AIMF. Donc il y aura une restitution et la troisième phase, ça va être donc le soutien que l'AIMF apportera donc aux maires et aux autorités gouvernantes, donc qui ont des intérêts dans le numérique. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous garde le temps de continuer ce journal. Poursuite de la campagne de lutte contre la corruption au Gabon. On en parle. Ce vendredi, l'équipe s'est rendue à l'hôtel de ville pour évoquer les questions de bonne gouvernance avec les officiers d'état civil et les agents municipaux. Le reportage de Linda Gaël Moranga et le Bambouba. Pour faire la promotion de la bonne gouvernance et lutter contre la corruption, il est nécessaire de définir les infractions susceptibles d'être assimilées à ce fléau et vulgariser les procédures élaborées par le gouvernement pour lutter contre la corruption au Gabon. Elle revêt un aspect particulier en ce que c'est ajouté à la délégation du ministère de la lutte contre la corruption, la délégation de l'autorité nationale de vérification et d'audit. La corruption est donc une préoccupation nationale. Raison pour laquelle nous avons tenu à vous rencontrer à un moment où notre pays s'active à mettre en place un processus de transfert de compétences aux collectivités locales. Mais une telle opération ne peut se réaliser que si les acteurs que sont les exécutifs locaux font preuve de responsabilité et d'exemplarité. Réceptif aux messages portant sur les mécanismes de bonne gouvernance et d'élimination de tout acte de corruption, le premier responsable de l'hôtel de ville de Libreville, Eugène Ba, a assuré de la diffusion de cette interpellation aux agents concernés. Sur le plan interne, nous avons également pris conscience de la nécessité de lutter contre la corruption. Et nous mettons en place des mécanismes, d'autant plus que nous avons le souci d'améliorer les recettes budgétaires et de pouvoir assurer le mieux possible les missions que l'État nous confie. Les trois parties présentes se sont accordées à souligner les difficultés rencontrées pour éradiquer le phénomène de corruption, en assurant de tout mettre en œuvre pour que le Gabon bénéficie d'une politique de gestion de fonds publics irréprochable. Pendant ce temps, la mairie de la commune d'Ovendo abrite les consultations d'arrondissement sur la carte scolaire. Ces assises permettront de recenser tous les problèmes du système éducatif de la commune en vue de proposer des solutions appropriées. Miguel Mabika, Yves Lervel. À qu'on a plutôt le gorge de 3 secteurs. Une seule école publique, ça ne va pas. Comme ce chef de quartier, plusieurs de ses collègues se plaignent de la même situation. Il est plus que nécessaire d'actualiser la carte scolaire afin de redynamiser le secteur éducatif. D'où l'importance de ces assises ici,
dans la commune d'Ovendo. C'est de faire le point sur les différents établissements privés et publics qu'il y a ici dans cette commune, les recenser en quelque sorte et voir selon les besoins de la population s'il y a assez d'écoles au sein de la commune d'Ovendo dans le 1er et le 2e arrondissement. Une école gabonaise de proximité, action de planification et efficacité au service de la réussite de tous, telle est la thématique qui alimente ce séminaire. Concrètement, il est question de réunir l'ensemble de techniques et de procédures permettant d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau local et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire. À la fin des travaux, il sera fait ou il sera écrit un rapport général. Dans ce rapport général, on aura toutes les recommandations. Et à la fin justement de ces travaux, arrivera un travail bilan qui sera fait au niveau du Grand Libreville. La commune d'Ovendo est la dernière zone de la capitale gabonaise à organiser une telle étude. La carte scolaire s'inscrit dans la volonté du président Ali Bongo Ondimba qui souhaite désengorger et renforcer le dispositif éducatif du pays. Il s'agit d'un système d'affectation des élèves dans une école, un collège ou un lycée public situé dans un secteur géographique. Elle permettra de résoudre de nombreux problèmes auxquels est confronté le système éducatif gabonais. Le chef de l'administration gabonaise, Rose Christian Soukaraponda, s'est entretenu ce vendredi avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé. Objectif passer en revue les actions prioritaires sur lesquelles le Gabon et le Royaume-Uni devront désormais travailler. On a Charline Mankondé. Cette rencontre s'est tenue conformément au protocole diplomatique qui consiste à échanger après la remise des lettres de créance au président de la République sur l'état des relations entre le Gabon et le Royaume-Uni et surtout des axes prioritaires de cette coopération. Nous avons une bonne discussion à travers une variété de sujets. Lutter contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, amélioration de la situation en relation de la pandémie Covid-19. Les deux pays entendent renforcer et diversifier ces axes, déjà à travers les préparatifs de la COP26 à laquelle le Gabon va prendre une part active. Nous espérons que le résultat de COP26 sera très fort et un bon résultat pour nous, le Royaume-Uni, pour Gabon et pour tout le monde. Comme ses prédécesseurs, le docteur Christian Denis McClure va résider à Yaoundé au Cameroun puisqu'il occupe cumulativement les fonctions de haut-commissaire du Royaume-Uni au pays de Paul Biya et d'ambassadeur non résident de la même entité en Guinée équatoriale. Après sa fusion avec le Parti démocratique gabonais, l'ancien président de Démocratie Nouvelle, René Démézo-Obiang, a reçu ce vendredi demain du secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bungenza, sa fiche d'adhésion, une façon d'officialiser son retour au sein du parti au pouvoir. Andy et son Obiang, Jasper Momadianga. Le retour au sein du Parti démocratique gabonais de René Démézo-Obiang s'est formalisé vendredi avec la signature de sa fiche d'adhésion. Un retour au PDG salué par Eric Dodo Bungenza, son secrétaire général. Camarade René Démézo-Obiang, cette fusion-absorption, commandée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, corrobore évidemment cette volonté originelle de nos pères fondateurs et ce désir initial divin de la vie avec un grand V, dont celle du PDG, c'est-à-dire croître, s'agrandir, s'élargir et s'enrichir humainement. Bienvenue au Parti démocratique gabonais. Vous êtes chez vous. René Démézo-Obiang, fiche d'adhésion en main, a tenu à remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour la confiance portée à sa personne, tout en évoquant les motivations de son retour au sein du parti. Il m'a demandé d'examiner favorablement la possibilité d'une fusion-absorption entre le PDG et DN. Il a développé devant moi tout un ensemble d'arguments convaincants. Il a en particulier fait ressortir que les grands ensembles valent nettement mieux que la multiplication des petites formations politiques en vue de faire grandir notre démocratie.
Le Parti démocratique gabonais, avec cette formalisation, s'enrichit de nouveaux membres prêts à servir l'idéologie de ce parti cinquantenaire. Et puis de la culture, avant de refermer ce journal, l'artiste gabonais Tissoaren Jazz lance le compte à rebours pour la sortie officielle de son deuxième album dont le titre Femme 2 fait le tour de la toile depuis quelques jours. Jusqu'ici, rien de surprenant pour le jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, producteur qui sait pouvoir compter sur un public fidèle qui porte aisément ses sorties musicales sur les réseaux sociaux en raison de la crise sanitaire. Reportage, on a Charlie Mancone. Et ce vendredi, à exactement minuit, Tissoaren Jazz, depuis la capitale économique du Gabon où il réside, va procéder via ses plateformes sociales à la sortie officielle de Femelle 2, 4 ans après son premier album, Sentiment, et l'EP Femelle qui, en 2019, avait fait sale comble à l'Institut français du Gabon. Il y a eu une fanbase qui a augmenté, une communauté qui est encore devenue plus grande. Je vais dire, il y a eu l'objectif 400. Donc déjà un bon petit parcours, une belle petite histoire à raconter avec un public et se dire que Femelle 2 serait possible. Pour que ça se fasse, l'énergie nécessaire a été donnée par le public. C'est dans le contexte très froid de la Covid-19 que la révélation de cette année-là au Welly Trib Awards a conçu cet album de 9 titres qui parle de la femme avec une sensibilité déconcertante. Tissoaren Jazz nous indique rester le même dans ce qui a créé le lien avec son public, à savoir sa direction artistique et musicale portée sur le live. Aujourd'hui, on veut présenter de la néo-variété, une nouvelle façon d'écouter la musique variété. Le style gabonais rajouté à quelque chose de blues, de hip-hop, d'afro-pop. Et c'est tout ce medley-là qu'on invite les gens à découvrir dans l'album Femelle 2. Tels des miches de pain ou des bouts de carottes, cela fait une semaine que la sortie de Femelle 2 fait monter la pression chez les internautes. Certains d'ailleurs, triés sur le volet, ont d'ores et déjà livré leurs impressions. Il y a peut-être des chansons comme Matouch, Mon âme, qui sont un peu différentes. La Vida Loca aussi, qui sont un peu différentes des autres chansons. Femelle 2, hymne à la femme, mère qui guide son inspiration, mais pas que, sous le hashtag Eux c'est qui, eux c'est nous. Monsieur King Kong, l'humain, attend une chose de son public dès ce vendredi 7 mai à minuit. Un deuxième album avec pour titre Femelle 2 à consommer sans modération. Voilà qui met un point final à ce journal. Voici le rappel des titres. Il a déjà été administré à des centaines de millions de personnes dans le monde. Le vaccin chinois Sinopharm a été homologué ce vendredi par l'OMS et va être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid. Célébration ce 7 mai de la journée mondiale des orphelins du sida, le Gabon a adopté une série de politiques qui témoignent de son engagement face à la problématique des enfants orphelins du sida. Nous l'avons vu dans ce journal. Transition numérique dans la sous-région Afrique centrale. L'Association internationale des maires de la francophonie lance une étude sur l'impact socio-économique du numérique au Gabon et au Cameroun. Sur Gabon 24, l'actualité est en continu via nos plateformes numériques. Entre-temps, respectons les mesures barrières à la Covid-19. Circuit 0. Ensuite de programme sur Gabon 24.